La parole est à Monsieur Paul Giacobbi. Monsieur le Premier ministre, il m'a été confié la tâche bien ardue d'expliquer la position, devrais-je dire les positions nuancées du groupe RRDP sur le pacte, à moins que ce ne soit le programme ou le plan, je ne sais plus, de stabilité. Avant de tenter cette synthèse pas tout à fait impossible, mais néanmoins positive, je dois vous dire que ces positions ne procèdent ni du calcul ni de la posture, mais de la solution d'une équation dans laquelle entre la loyauté que nous devons au gouvernement, ce qui nous remonte du peuple qui nous a élus, et tout ce que nous essayons de retenir des contradictions infinies des théories et des expériences économiques dans un contexte mondial de crise toujours recommencé. Cependant, avant même de poser cette équation, nous devons à l'honnêteté de dire que l'axiome ou le postulat européen s'impose à nous. La France ne peut faire autrement pour respecter ses engagements européens que de présenter un plan d'économie. Retrouver les 3% puis l'équilibre de nos comptes publics est une obligation, même si le gouvernement a pu une dernière fois en différer un peu le délai. Atteindre cet équilibre par l'impôt supplémentaire est totalement exclu lorsque l'on est titulaire du championnat du monde des taxes et la France est donc contrainte à l'économie budgétaire et comptable. Monsieur de la Palice dirait que nous ne serions pas obligés de faire aujourd'hui de telles économies si elles avaient été faites auparavant. Ce n'est pas un point de vue partisan, puisqu'au jeu de la dépense publique, chacun, de gauche à droite et de droite à gauche, porte sa part de responsabilité. Il est par ailleurs vain de rechercher une justification théorique ou expérimentale à ce qui nous est demandé au titre du dogme eurocratique. La théorie économique, vous le savez, est partagée. Les fils prodigues de la pensée keynésienne, merci Monsieur le Président, je sais S'il vous que plaît, on écoute les orateurs. Je ne vais pas le rappeler pour chaque orateur, tout de même. Donc que ce soit la règle commune. Les fils prodigues de la pensée keynésienne pensent avoir hérité de leur maître la formule magique selon laquelle toute dépense publique contribue à la croissance et toute dépense sociale tendant à corriger les inégalités renforce l'économie. Les néo-rigoristes analysent depuis un demi-siècle les statistiques pour tenter de démontrer, à l'inverse, que seule la rigueur finit par porter les fruits de la croissance, mais leurs recherches sont entachées d'erreurs de calcul et de méthodologie, comme celles qui ont été reprochées par la critique académique aux professeurs Rogoff et Reinhardt, tandis que l'expérience récente des cures de rigueur budgétaire tend à démontrer qu'elles permettent de guérir efficacement des économies malades, avec malheureusement l'effet secondaire de les tuer. Il est en revanche utile, face aux chiffres et aux faits, de souligner l'incroyable paradoxe par lequel la technocratie budgétaire de l'Europe nous impose l'austérité au moment même où la technocratie monétaire de l'Europe s'apprête à ouvrir à nos banques un crédit gratuit, renouvelable et sans contrepartie financière de 1 000 milliards d'euros, venant s'ajouter à plus de 2 000 milliards d'euros déjà accordés depuis 2007 à notre appareil bancaire européen. Les banques ont commis des folies, ont surfé sur les vagues spéculatives et joué au casino de la finance mondialisée en adossant leur mise sur les dépôts de leurs clients. Les autorités monétaires ont ouvert pour les sauver un crédit gratuit et pratiquement illimité, tandis que tout l'effort de réglementation destiné à prévenir de nouvelles crises spéculatives a produit des montagnes de papier qui se traduisent par presque rien en termes de contraintes réelles. Il est heureux que les peuples, à qui l'on impose tant de sacrifices, soient à ce point ignorants des politiques monétaires, qu'ils ne perçoivent même pas la monstrueuse injustice qui leur est faite et qui aboutit à ce que les banques aient droit à tout, y compris la rémission de leurs fautes, sans se voir imposer aucun purgatoire financier, tandis que les peuples doivent payer comptant et avec intérêt et pénalité les erreurs commises par leurs dirigeants. Au-delà de ces considérations générales, qui constituent tout de même un contexte qui devrait légitimement nous interpeller, il reste que ce programme, ce plan, ce pacte de stabilité, même s'il nous est indispensable, ne nous apportera ni la stabilité ni la croissance pour deux raisons. L'une tenant à la conjoncture
internationales, et l'autre tenant à notre refus persistant de réformes structurelles dans le domaine de l'économie. Je voudrais redire ici ce que je dis de manière récurrente depuis plus de 6 ans et qui reste malheureusement vrai, à savoir que l'on a sauvé le système financier en injectant de manière illimitée, je l'ai dit, de l'argent aux banques, sans doute 15 000 milliards de dollars au plan mondial. Cette manne a sauvé les banques, dont le montant cumulé des pertes qu'elles ont dû enregistrer pour sauver leur folie spéculative n'atteint probablement pas le 50e de ce qu'elles ont reçu des autorités monétaires. Cette création massive, exceptionnelle dans l'histoire des mondes, n'a pas suscité l'inflation, mais la spéculation. Celle-ci se manifeste aujourd'hui non pas dans les prix à la consommation, puisque l'on s'est refusé à donner au peuple de quoi acheter, mais dans la formation de nouvelles bulles spéculatives, puisque l'on a donné aux banques de quoi les gonfler. Les cours de bourse sont aujourd'hui très au-dessus du niveau atteint avant la crise, sans aucune justification. Les matières premières, avec un pétrole à plus de 100 $ le baril et l'or à 1 200 $ l'once, sont surévaluées par la spéculation. L'immobilier, en particulier aux États-Unis, a repris le chemin de la spirale infernale et les obligations privées se négocient aujourd'hui à des niveaux étonnamment bas par rapport aux risques. Imaginez dans un tel contexte qu'il n'y aura pas d'ajustement, c'est de l'inconscience. Tous les observateurs lucides disent et redisent que nous nous trouvons à des niveaux de spéculation supérieurs à ce que l'on a connu au plus haut de l'avant-crise. William Hurt White, ancien économiste en chef de la BIS, résumait la situation en disant que cela ressemblait à 2007 avec des marchés financiers surévalués et des prises en compte des risques au plus bas pour les marchés obligataires, tout en remarquant globalement « We are in a world where the profit belongs to the banks, while the government socializes all the losses ». Nous sommes dans un monde où les profits appartiennent aux banques, tandis que les gouvernements assument la socialisation des pertes. De ce fait, l'idée que le cycle va se retourner en notre faveur est une erreur de perspective et d'ailleurs une interprétation à tout le moins imprudente du cycle de Kondratiev. En tout état de cause, quand bien même la conjoncture mondiale reviendrait favorablement alimenter la croissance, la France ne pourrait qu'être décalée par rapport à ce phénomène parce qu'elle se refuse véritablement à réformer ses structures économiques et même à faire évoluer ses esprits. Je sais bien et je reconnais que ce gouvernement a fait des efforts relativement limités, mais en définitive sans précédent, pour faire baisser les charges des entreprises. Et je reconnais que dans le contexte actuel, celui qui nous conduit à des économies aussi fortes que le plan de stabilité, le gouvernement ne pourra pas aller plus loin dans cette voie de la baisse des charges. Mais la réforme structurelle, ce n'est pas nécessairement baisser les charges, qui d'ailleurs comptent bien moins que l'on ne croit, puisque, par exemple, la surévaluation de l'euro d'au moins 15% est tout aussi défavorable en termes de compétitivité internationale. La réforme structurelle, c'est d'abord recréer la confiance de l'investisseur qui est aussi l'employeur. Cette confiance se constitue progressivement par des actes en cohérence avec les discours, par la stabilité des lois, par la loyauté fiscale et par-dessus tout l'assurance qu'une démarche d'investissement et d'emploi est réversible. Il y a 4 ans, j'ai passé des mois à interroger bien des investisseurs étrangers à propos de l'attractivité de la France. Peu se sont plaints des charges. Tous s'inquiétaient de l'instabilité de nos lois et manifestaient la peur de ne pouvoir se retirer de leur engagement dans notre pays si les choses tournaient mal pour leur investissement. Nous souffrons aussi beaucoup d'un discours public qui, même s'il a considérablement évolué, et c'est heureux vis-à-vis de l'entreprise, témoigne encore d'une sorte de perversion par laquelle, plutôt que de veiller à renforcer sur le long terme nos entreprises, nous intervenons bien trop tard au moment où elles menacent de disparaître ou d'être reprises par des mains étrangères. La quasi-totalité de ces interventions in-extremis se traduit d'ailleurs par des échecs. Ces réformes de structure-là ne coûteraient rien, mais feraient plus pour la croissance que tous les plans et tous les pactes et tous les programmes du monde dont nous avons depuis si longtemps éprouvé la vanité. Quoi qu'il en soit, les erreurs de perspective au sens propre du mot ou l'insuffisance notoire de tout ce qui devrait accompagner en termes de réforme structurelle ce plan n'enlèvent rien à son caractère contraint et indispensable. Et c'est la raison pour laquelle le groupe RRDP le soutiendra pratiquement totalement.
Je vais vous le dire. Vous avez l'air pressé. Permettez-moi de conclure. Le gouvernement a tenu compte de nos remarques. La première consistait à épargner les petits retraités du gel de leur retraite en deçà d'un seuil de 1 200 € par mois. La seconde tenait à l'équilibre entre ce qui est accordé aux entreprises et ce qui est exigé des ménages. La troisième tenait à l'application sans décalage du plan de lutte contre la pauvreté qui comportait notamment une revalorisation significative du revenu de solidarité active. C'est pourquoi, en prenant en compte ces avancées, le groupe RRDP votera en faveur de ce plan, ce qui n'empêchera pas un certain nombre d'entre nous d'exprimer leurs nuances, de poursuivre leurs réflexions. Le député radical est finalement toujours loyal et obéissant, mais il n'en est pas de notre parti comme de la Compagnie de Jésus, puisque cette obéissance ne s'accomplit pas perinde ac cadaver. 2 membres du groupe RRDP s'abstiendront parce qu'ils estiment que l'effort d'équilibre n'est pas suffisant, parce qu'ils estiment que la prise en compte des plus démunis n'est pas suffisante, parce qu'enfin, ils s'inquiètent des contradictions dont je me suis fait l'écho entre la rigueur budgétaire imposée aux États et l'abondance financière prodiguée aux banques. Néanmoins, Monsieur le Premier ministre, notre groupe est largement présent à vos côtés, comme il l'a toujours été. Notre loyauté nous impose de vous soutenir, même si elle nous fait un devoir de vous avertir. Merci, Monsieur Jacobin.